Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Anthony Guez et je suis fondateur de Mindset Finance, qui est un cabinet de direction financière externalisée. Et donc aujourd'hui, je suis bien entouré avec d'autres DAF, d'autres CFO qui sont spécialisés sur la thématique du jour. Et ce qu'on veut justement, c'est rentrer un peu plus dans le concret avec davantage de retours d'expérience et savoir potentiellement les difficultés que vous avez pu rencontrer, ce que vous avez pu mettre en place, vos enjeux au quotidien, etc. Donc ce que je vous propose, c'est que vous puissiez vous présenter tous les trois. Merci. Bonjour à tous. Eric Colombet, je suis Head of Finance chez Flowdesk, qui est un market maker de crypto créé en France en 2020. Moi, j'ai passé 15 ans en banque d'investissement à la Société Générale entre Paris et New York. Et après, j'ai rejoint Flowdesk en 2023. Donc, il y avait moins d'une trentaine de personnes. Et aujourd'hui, on est 170. On a ouvert dans 5 entités. Et on vient de faire une levée en série B de 100 millions de dollars. Donc ça se développe bien à ce niveau-là. Et on aura l'occasion de parler d'autres éléments de la finance. Bonjour à tous, Léopold, CFO chez Comet. Comet qu'on n'est pas encore sur les mêmes ordres de grandeur que Flowdesk, mais c'est en cours. Certains connaissent Comet parce on existe dans l'écosystème depuis assez longtemps. Jérôme, lui, a fondé Ethereum France et vous devez le connaître depuis au moins 10-15 ans si vous êtes dans la crypto depuis ces temps-là. Aujourd'hui, ce que fait Comet, c'est qu'on assure le bridge entre la partie finance traditionnelle et le Web3 avec tout ce qu'on sait faire de mieux dans la finance traditionnelle, ce qu'on appelle le banking as a service, les Swan, les Solaris, etc. On s'est beaucoup inspiré de ça pour refaire exactement ce même système d'infrastructure et permettre à tout à chacun, au fintech, de pouvoir intégrer de la DeFi dans vos produits avec un simple bouton pour faire un transfert, du staking, du lending, etc. Donc c'est la nouvelle ADN de Comet qui, de même que mes confrères, est une société réglementée par l'AMF au titre du PSAN et bientôt de MiCA. Voilà. Bonjour à tous, Jean-Baptiste Devet, je suis le CFO de Fipto. Fipto, c'est une infrastructure de paiement stablecoin qui réunit donc sous un même toit à la fois des monnaies numériques et puis des devises traditionnelles. La société a été créée en juin 2002, lancement commercial en juin 2024. Je pense qu'on est un des seuls acteurs en France à avoir la double licence, c'est-à-dire à la fois un enregistrement VASP qui sera bientôt passé en CASP, si je ne me trompe pas, et puis une licence d'établissement de paiement. Voilà. Je vous propose de passer directement à la première question, mais qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet. Aujourd'hui, comment tout ce qui va être crypto, blockchain, ça va impacter votre métier de DAF, aussi bien en tant que DAF d'une entreprise au sens large, et après plus précisément par rapport aussi au secteur d'activité de vos sociétés respectives. Léopold, si tu veux commencer. Déjà, assez naturellement, en tant que PSAN, on a la custodie des fonds de nos clients. Donc forcément, la crypto, elle nous impacte à ce niveau-là. On est garant des fonds que nous confient nos clients. Après, sur un usage beaucoup plus interne et moins évident pour vous si vous n'êtes pas dans ce secteur-là, la crypto elle va nous impacter à deux niveaux. Le premier, c'est sur tout ce qui est finance, parce que Comet a levé historiquement en crypto, on a levé des fonds en stablecoin, en crypto native comme l'Ether, et on s'est retrouvé avec l'équivalent d'une levée de fonds de start-up plusieurs millions sur un wallet qu'il a fallu gérer, sécuriser, qu'il a fallu faire fructifier, sur lequel il a fallu gérer les risques de volatilité, etc. Donc ça a été le premier sujet de la manière dont la crypto est venue impacter Comet. Et le deuxième sujet, c'est tout ce qui est développement informatique, puisqu'aujourd'hui, si vous voulez écrire quelque chose sur la blockchain, si vous voulez faire un transfert sur la blockchain, il faut que vous rémunériez l'écosystème. Donc si vous avez déjà fait via MetaMask ou Ledger, vous avez payé en Ether sur une transaction ou en BTC sur Bitcoin. Et donc tout ça a un coût. Et pour vous donner un ordre de grandeur, chez Comet, c'est entre 30 et 50 000 euros par an de frais de transaction pour déployer des contrats, faire des transferts, faire des tests sur la blockchain. Voilà. Nous, un peu comme Léopold et Comet, comme on est PSAN, on a également la responsabilité de la custody des fonds de nos clients, donc qui sont en partie en crypto, en stablecoin. Donc ça a un certain nombre d'implications très, très concrètes pour nous. Peut-être plus directement sur comment est-ce que ça nous impacte moi en tant que directeur financier et pour l'activité de Fipto.
Alors je dirais que finalement, en fait, assez peu. Et là, c'est une vraie différence avec Comet. Ça peut paraître surprenant, mais nous, on est une assez petite entreprise. On est 35 personnes aujourd'hui. On a des entités un peu partout dans le monde, mais quand même essentiel. Le gros de notre activité est en France. Et du coup, en fait, la réalité, c'est que les services financiers existants répondent relativement bien à nos besoins, qui sont encore une fois assez simples. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que compte tenu de notre activité, et précisément du fait qu'on détient les fonds de nos clients avec des problématiques de custody, pour nous, utiliser de la crypto de façon très quotidienne ou très courante, il y a un certain nombre d'enjeux qui viennent avec et de difficultés supplémentaires par rapport à une entreprise dont ce serait pas, qui n'aurait pas cette activité pour le compte de ses clients. Il y a des problématiques d'infrastructure, de ségrégation des fonds. Et je dois dire qu'aujourd'hui, c'est des coûts et de la complexité supplémentaires pour un gain qui, pour nous, est relativement marginal puisqu'on est assez bien servi par ailleurs par les activités, par la finance traditionnelle. Moi, pour ajouter sur la custody, on est tous, je pense, dans le même souci. La complexité au niveau du job de CFO quand on a beaucoup de crypto. Donc, chez Flodesk, on est en B2B, on est branché à une centaine d'exchanges. On gère plusieurs centaines de tokens différents. Donc, la grosse complexité au niveau de la gestion de la trésorerie. On a la même gestion de trésorerie qu'une boîte classique avec du fiat, donc de l'euro, dollar, la gestion des comptes bancaires. Et en plus de ça, on a des wallets avec des centaines de tokens dont la valorisation change énormément tous les jours. Et il faut gérer cette trésorerie-là au quotidien, sans parler de la partie sécurité, mais vraiment la gestion des rebalancements des wallets avec le fiat, dès qu'il y a un besoin de trésorerie dans une des entités du groupe, etc. Donc ça, c'est la grosse complexité. Il y a des outils qui existent aujourd'hui, on va peut-être y venir après, mais la problématique, c'est que les outils sont soit très dédiés au fiat, donc pour les boîtes classiques, soit très dédiés aux crypto, mais il y a très peu d'outils qui arrivent à faire le merge entre les deux mondes. Et du coup, on est obligé de jouer avec plusieurs outils toute la journée et ça rajoute de la complexité au travail. Et du coup, on arrive maintenant à bien gérer ça, mais il faut des personnes dédiées limite à la partie crypto et à la partie fiat qui sont distinctes. Donc, alors du coup, concrètement, comment tu as intégré tout ça, toi, dans ton rôle, dans tes process, dans tes outils? Qu'est-ce que tu as pu mettre en place et qui peut intéresser les personnes? Alors, comme je pense beaucoup de boîtes, on a commencé et on reste encore avec du Excel version poussée, avec beaucoup ça reste une valeur sûre, Excel, toujours décrié, mais toujours là. Mais aujourd'hui, comme aucun outil du marché n'arrive à faire ce mix de monde, on est obligé de passer encore par du Excel. Mais un Excel bien fait permet de bien gérer, mais ça demandait énormément de travail. Parce que tous les jours, on a des nouveaux assets qui rentrent et qui sont créés et qui rentrent dans la trésorerie. Donc, c'est pas comme une boîte classique où on a de l'euro, du dollar et quelques autres devises et en fait, ça ne bouge jamais. Là, en fait, tous les jours, on a une sorte de nouvelle currency à gérer dans notre trésorerie. Donc, c'est énormément de complexité à ce niveau-là. Et donc, il faut bien travailler la partie macro et réception des data. Donc, il y a beaucoup de data analyse qui est mise dans le job, qui est peut-être beaucoup plus poussée que dans une boîte classique sur sa trésorerie. Et toi, Léopold, un exemple concret de ce que tu as pu faire, ce que tu as pu mettre en place Nous, comme je disais, l'usage interne de la crypto, il est assez atypique. C'est que quand on a levé des fonds, traditionnellement, les startups, elles ont des millions qui arrivent. Et en fait, elles vous appellent leur banque. Elles disent, est-ce que vous avez un compte à terme et on va mettre juste 6 mois de cash sur le compte courant. Et le reste, on va le mettre sur le compte à terme. Et on va l'apurer, le consommer à mesure que le cash burn se consomme. Nous, chez Comet, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait des opportunités à ce moment-là sur la DeFi. Et qu'on pouvait aller chercher vraiment de manière très pragmatique, 10-15% sur un sous-jacent monétaire qui était un stablecoin. Donc on n'a pas fait les digen parce qu'il y avait quand même des salaires à payer. Vous avez vu les locaux aussi, il fallait payer le loyer. Donc il fallait quand même qu'on soit assez assidu sur la gestion du risque. Mais on a réussi à trouver, je pense, un modèle de gestion de trésor en bon père de famille avec du stablecoin, des protocoles qui ont pignon sur rue,
qui sont éprouvés, qui ont des safety modules sur lesquels on peut aller confier sa trésorerie d'entreprise. Aujourd'hui, si on prend le plus connu qui est AAVE, AAVE gère autant de liquidités que Natixis Investment en France. Donc je parle sur l'épargne salariale, etc. Donc on parle de plus de 40 milliards de liquidités. Donc il y a quand même quelque chose où en tant que CFO, on se dit, OK, dans mes expériences précédentes, je connaissais le compte à terme, AAVE, Ledger, MetaMask, comment on fait? Donc ça a été surtout ça le premier rapport. Et le deuxième, c'est un sujet qui est la comptabilité, tout simplement, sur lequel, sans parler crypto, on s'arrache déjà les cheveux. Et là, il a fallu improviser, partir un peu dans de la comptabilité un peu créative. Et surtout, il a fallu s'adapter avec les moyens techniques. Les fichiers Excel dont tu parles, c'est véridique, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on peut difficilement faire autrement. Et je remercie Augustin, qui est au fond de la salle, qui a développé toute une practice en interne, qui n'est pas comptable du tout de base, qui connaît mieux la blockchain que la compta, et qui maintenant est aussi bien expert comptable que expert blockchain. Voilà, donc c'est un sujet qui est assez complexe à s'approprier. Et comme disait Eric, il y a des super outils comptables. Nous, on utilise Pennylane. Il y a des super outils Web3, mais l'outil Web3 qui fait la compta, traditionnel, je parle, c'est compliqué. Peut-être nous, sur le cas d'usage concret, comme j'ai dit, Fipto, on fait du paiement. Et donc, nous, ce qu'on a souhaité faire, c'est se mettre un peu à la place de nos clients et payer certains de nos fournisseurs en stablecoin. Il y a notre fournisseur de custody qui s'appelle Fireblocks, je pense que vous le connaissez, qui notamment lui accepte les paiements en stablecoin. Pour nous, c'est des coûts qui ne sont pas négligeables sur une année. C'est un de nos principaux partenaires. Et du coup, on a voulu faire l'expérience qui est celle de nos clients donc d'un paiement en stablecoin. Comme je l'ai dit lors de ma première réponse, c'est quand même pas tout à fait trivial pour nous parce que ça suppose de mettre en place un environnement Fireblocks différent parce que c'était difficile que Fipto soit client de Fipto. Et du coup, pour des problématiques de ségrégation des fonds, on doit toujours très clairement faire la différence entre les fonds qui appartiennent à Fipto et les fonds qui appartiennent à nos clients. Et donc, ouais, ça suppose de créer un environnement différent. Ça a un coût, ça a un petit peu de complexité, mais ça nous permet de nous confronter concrètement à ce que vivent nos clients. Donc ça, c'est le premier cas d'usage très concret. C'est juste une partie des factures que l'on paye comme ça. C'est une partie qui est, je dirais, faible par rapport au montant qu'on paye chaque année. Mais encore une fois, ça nous permet de nous confronter à ce que vivent nos clients. Le deuxième cas d'usage, et je vais un petit peu reprendre ce qu'a dit Léopold, mais c'est sur le placement de trésorerie. Alors nous, ce n'est pas aujourd'hui quelque chose qu'on fait, mais c'est quelque chose qu'on envisage très sérieusement de faire. Alors il y a les protocoles de prêt, comme tu viens de l'évoquer. Et puis, il y a aujourd'hui des acteurs qui, par la tokenisation des fonds, donnent accès à des placements auxquels on n'aurait pas accès ou plus difficilement accès sinon. Je pense notamment aux fonds euros. Il y a des acteurs donc, qui sont en fait des OPCVM tokenisés avec des parts de fonds qui sont cessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et qui donnent une flexibilité que n'offre pas aujourd'hui la finance traditionnelle et qui offre l'accès à des instruments auxquels sinon nous on n'aurait pas accès parce que c'est typiquement sur des fonds euros des minimums de placement qui peuvent être de plusieurs centaines voire de plusieurs millions d'euros. Donc il y a une forme de démocratisation de certains placements de trésorerie qui sont permis grâce à ça. Ok, merci. Hyper intéressant. Je voulais juste rajouter sur le use case très qui va vous parler, la gestion des intercompagnie transferts. Donc quand vous voulez renvoyer du cash entre vos entités de différents pays, typiquement quand vous gérez ça avec du stablecoin, avec des wallets qui sont associés, donc là il y a encore une zone de doute, c'est vous créez 3 wallets, comment vous dites que ce wallet il appartient à telle entité en Asie, ce wallet il est aux US et ce wallet il est en France. Du coup il y a encore une zone de flou à ce niveau-là, mais pour la gestion de trésorerie typiquement, quand vous faites un transfert en stablecoin entre une entité et une autre, vous faites le transfert en 2 secondes, l'autre entité a reçu le cash. Donc si vous êtes dans la même banque, vous comprenez que ça peut être fait, mais quand vous avez des banques différentes dans chaque pays, vous savez que vous envoyez le cash à l'autre entité, ça va prendre un jour ou 2 avant d'être reçu. Vous avez le stress de dire est-ce que ça va bien, est-ce que je ne me suis pas trompé, est-ce que ça va bien être reçu, est-ce que ça va être à temps pour les payes, etc. Là, le fait d'utiliser des stablecoins, en quelques secondes, le transfert
interfrontalier se fait assez facilement. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui va révolutionner la partie gestion de trésorerie d'une boîte. Et potentiellement, les banques vont s'y mettre par d'autres systèmes. Mais dans mon quotidien, j'envoie des mouvements dans toutes les entités et ça se fait hyper facilement. Et ce qui est hyper confortable, c'est de voir que les fonds arrivent en quelques secondes et du coup, on peut passer à autre chose. Ce qui ne se fait pas avec des banques tradies. Donc ça, c'est un use case assez marquant du fait d'utiliser des stablecoins. Ouais, et justement, est-ce qu'après, tu as d'autres je sais pas, difficultés, défis que tu as pu relever, que ce soit réglementaire, que ce soit technique ou autre, des difficultés ouais, que tu as pu rencontrer et comment tu as réussi à les surmonter et quel est le chemin un peu à la fois peut-être intellectuel, de réflexion que tu as pu avoir et ce que tu as fait. Les deux gros défis que je peux remonter en première pensée, c'est la rapidité d'évolution du secteur. Ça va très vite. Du coup, sur la finance, on aime bien faire des choses long terme. Donc on aime bien, on se met dans quelque chose, dans un outil, on dit c'est bon, je vais le placer pour 5 ans. Dans notre secteur, il y a tellement de changements qu'on met quelque chose et 3 mois après, on nous dit bah non, c'est obsolète. Ou alors il y a un truc mieux. Et du coup, c'est très dur de mettre en place sa vision long terme à ce niveau-là, que ça soit technique ou réglementaire. Comme Léopold disait, par exemple, la comptabilité et ce qui est lié, donc la réglementation, c'est un peu de la créativité aujourd'hui, parce que même les régulateurs ne sont pas à 100% certains de ce qu'ils vont nous imposer. Donc, on essaye de faire au mieux. On est très créatif et on essaie de rester logique. Mais ça, c'est un gros challenge qu'on a, puisque le secteur bouge très vite. Alors, je pense aussi au secteur de l'IA, ça doit être aussi très challenging. Mais nous, c'est également énormément de complexité et énormément d'adaptation à faire sur tout ce qu'on fait. Un des premiers problèmes qu'on a quand on est une boîte avec autant de développeurs, chez Comet, c'est à peu près 80% de la population. Et concrètement, c'est combien de personnes 80% C'est une quinzaine de développeurs. Et si tu veux, tous ces gens-là, ils ont leur wallet, ils ont leur hygiène informatique. Et comme je disais tout à l'heure, ils ont besoin d'interagir avec la blockchain, ils ont besoin de faire des choses. Donc en fait, il faut leur déléguer les moyens de le faire. Et typiquement, il faut leur déléguer des cryptos. Parce que quand un développeur va déployer un contrat, quand il va vouloir réaliser un transfert, d'habitude, ce qu'ils font, c'est qu'ils le font dans un environnement de test. Donc en fait, ça n'a aucune valeur pour l'entreprise. Et dès qu'il passe en prod, dès qu'il faut amener tout ça, en fait, là, tu dois mettre en place un système où tu t'assures que chacun a un bon standard, une bonne hygiène informatique. Donc ça, c'est quelque chose où tu vas truster plutôt ta partie technique. Donc Vincent, qui est là-bas, qui est bien caché, qui est notre garant chez Comet. Mais l'idée, c'est que quand vous envoyez un Ether à un développeur, il faut... peut-être que ça ne vous parle pas, mais c'est très engageant. Il faut s'assurer qu'il ne va pas le perdre, qu'il ne va pas faire n'importe quoi avec. Ouais, en termes de contrôle interne, de suivi. Exactement. Et c'est assez cliché ce que je vais dire, mais typiquement, côté développeur, on n'a jamais eu de problème. Alors qu'au marketing, la première personne à s'être siphonné un wallet, c'est quelqu'un du marketing. C'est un peu cliché là, ce que tu c'est un peu cliché, mais c'est la réalité. Et c'est pour ça qu'aussi on mesure. C'est que cette personne, typiquement, elle s'est fait voler 30 centimes parce qu'il y avait 30 centimes sur son portefeuille, parce qu'on mesure aussi le risque par rapport à l'aisance des personnes sur les outils. Mais ça, c'est un vrai enjeu, parce que si demain, vous devez sécuriser les fonds de vos clients, vous devez sécuriser vos propres fonds, c'est important d'avoir des bons standards informatiques chez vous. Alors c'est sûr que si vous avez Orange Cyberdéfense, ils vont vous dire qu'il faut être ISO 27001 compliant, il faut respecter les 5 piliers de DORA, etc. Après, moi, ce que je dis, c'est que le bon sens prime souvent. Pas mettre les fameux mots de passe sur des post-it, sur un document qui est lisible en clair sur l'ordinateur, ce genre de choses, c'est assez évident. Mais il y a des bonnes pratiques à avoir et ça se fait assez bien. Et le deuxième enjeu, ça a été ce que tu évoquais sur la comptabilité. Je pense qu'aujourd'hui, quand on lit, même encore cette année, le PCG ANC 2025, il y a je pense des grosses incompréhensions là-haut, et je sais que tu es au club innovation de l'ordre des experts comptables, donc tu auras peut-être des choses à faire remonter. Mais je pense qu'il y a encore des incompréhensions sur ce qui se passe sur le terrain et que tout n'est pas encore adapté. Et donc on tombe souvent sur le bon sens en se disant finalement c'est un prêt, c'est un emprunt, c'est quelque chose qui doit ressembler à ça dans les états financiers. Donc ça, sur la comptabilité, c'est également pour moi deuxième défi, d'avoir une image fidèle dans les comptes de ce qu'on fait vraiment sur la blockchain. Voilà.
Peut-être pour compléter sur les défis, nous, ils sont de deux ordres. Je pense qu'il y a d'abord un défi technique, Léopold l'a évoqué un peu plus tôt, mais d'avoir un même outil qui permet de couvrir à la fois la composante fiat et la composante stablecoin ou crypto-monnaie. Aujourd'hui, à notre disposition, c'est pas si évident que ça à trouver. Ensuite, il faut avoir un outil, et je pense que pour qu'il soit utilisable quotidiennement, il faut qu'il y ait les deux, parce que sinon, ça crée un peu trop de complexité. Ensuite, il faut que cet outil, idéalement, il soit relié aux autres systèmes qu'on utilise. Donc, on a des systèmes ERP, on a des systèmes de gestion des factures, de rapprochement des paiements. Tu peux nous dire, par exemple, les outils que tu utilises ou... Nous, on utilise Pennyline pour tout ce qui est comme Comet pour compta général et puis gestion financière interne. Ouais. Exactement. Et donc, c'est un outil typiquement qui est relié à nos comptes bancaires. Il y a beaucoup de banques qui sont disponibles sur Pennyline. Et donc, c'est très facile parce que ça veut dire que là, on rentre vraiment dans concrètement comment ça se passe quand on paye des factures, mais ça veut dire que quand on paye une facture, le flux sortant bancaire, il est directement relié à la facture est notée comme payée, et donc tout le monde est content, le comptable et moi. Donc ça se passe très bien. Quand on fait un paiement en stablecoin, là, typiquement, le paiement, il n'apparaît pas dans Pennyline, et donc ça veut dire qu'il faut rapprocher l'écriture manuellement, etc. Donc il y a une forme de complexité supplémentaire, comme je l'évoquais. Et ça, aujourd'hui, je pense qu'il y a encore des progrès à faire pour que typiquement ces outils de paiement soient reliés aux autres systèmes qui peuvent être utilisés par les directions financières. Ensuite, dès lors qu'on parle de paiement en crypto ou en stablecoin, ça veut dire qu'on parle de digital wallet. Et là, il y a des questions très techniques de est-ce que c'est un hot wallet, un cold wallet. Dans le cas où c'est un cold wallet ou une clé Ledger, par exemple, qui la détient, qui a la clé. Donc, je veux dire, encore une fois, il y a des questions très très concrètes auxquelles il faut répondre. Nous, en l'occurrence, on passe plutôt par un hot wallet, par MetaMask. Donc, on a estimé que c'était plus simple comme ça, mais je sais que Comet a fait des choix un peu différents sur ces aspects-là. Ça, c'est pour les aspects techniques. Ensuite, je dirais qu'il y a des aspects opérationnels qui se rapprochent encore une fois de ceux qu'on connaît quand on fait des paiements et qu'on est une direction financière. Parce que ces opérations, elles supposent un certain niveau de sécurité. Alors, il y a des contraintes qui sont réglementaires sur l'accès à l'interface bancaire, sur la création d'un nouveau bénéficiaire, sur l'initiation d'un paiement. Et ce qu'on souhaite, c'est que tous ces niveaux de sécurité s'appliquent de la même façon quand on fait un paiement en stablecoin. Donc idéalement, il faut aussi des partenaires qui permettent de répliquer ça. Et puis, on l'évoquait avec Léopold et Eric quand on préparait ce panel, mais il y a une particularité sur le paiement en stablecoin, c'est qu'il est irréversible. Moi, ça m'est déjà arrivé de faire des erreurs de paiement. Je paye un fournisseur 2 fois ou je me trompe d'adresse. Alors, en l'occurrence d'IBAN, quand il s'agit d'un paiement classique, quand on se trompe d'adresse, bonne chance pour récupérer les fonds, quoi. Donc, ça veut dire qu'il faut être beaucoup plus vigilant sur l'adresse, disons sur les coordonnées ou sur l'adresse en l'occurrence à qui on envoie les fonds, parce que une fois que c'est parti et on aura beaucoup de mal à récupérer cet argent. Tu veux compléter ? Oui, juste pour ajouter sur ce que tu disais, le gros avantage d'utiliser un stablecoin pour des paiements, c'est le 24/24, 7 jours sur 7. Donc après, vous allez dire, j'ai ma boîte qu'en France, je paye entre 8h et 17h avec ma banque, ça me suffit. Quand vous avez un groupe international, que vous voulez payer le soir aux US ou le matin à l'Asie, ou des fois, vous travaillez le week-end, vous avez envie de payer quelqu'un, normalement il faut éviter, mais si vous voulez, en tout cas, vous avez le choix. Et ça se fait en instantané, quel que soit le moment de la journée, quel que soit le moment de votre semaine. Ça, c'est hyper pratique. On a tous eu, je pense, les problématiques de je paye le vendredi à 16h ou 17h, un truc urgent. Ah merde, je vais devoir attendre le lundi pour savoir si c'est bien passé. Ça n'existe pas dans le monde de stablecoin. C'est ce qui est hyper pratique. Donc toujours sur la gestion de trésorerie, tu disais pour les paiements de fournisseurs, nous aujourd'hui on passe pour le paiement crypto, on passe par une boîte française qui s'appelle Request Finance, qui permet de faire des paiements de fournisseurs avec le statut payé, ça crée une facture. C'est pas encore automatisé, on utilise NetSuite comme ERP.
C'est pas encore apaisé, donc on peut pas brancher encore l'outil, mais ils ont une solution où on exporte dans NetSuite. Mais le jour où ça sera, je pense, branché, ça sera hyper pratique. Ça permet également de faire du crypto to fiat, c'est-à-dire si vous avez un compte crypto avec des stables dessus, que vous voulez payer à un fournisseur qui veut de l'euro ou du dollar, eux s'assurent de la transition, bon, prennent leur fils de change au milieu, mais ils permettent de faire cette passerelle entre de la crypto et du paiement fiat, ce qui est hyper confort, mais hyper cher. Donc c'est juste... voilà, c'est pour ça qu'on va aller chez Fipto dans pas longtemps. Alors, du coup, comment vous gérez chacun tout ce qui va être risque j'ai perdu ma question. Tout ce qui va être risque de volatilité, par exemple. Comment vous gérez-vous ce risque en interne? Est-ce que vous avez mis en place aussi des bonnes pratiques, des outils, des process Alors, moi, de mon côté, on essaye d'avoir le minimum, dans notre gestion, on essaie d'avoir le minimum de positions longues sur des altcoins qui ne sont pas, qui sont du coup autres qu'un stablecoin. On a un peu de trésorerie Bitcoin ou ETH, mais c'est à la marge. Donc, on essaie d'être le plus possible en stablecoin. Donc, un des risques qu'on oublie parfois, c'est le risque d'euro-dollar, de change euro-dollar simple. Quand on a une grosse trésorerie en dollars, on se dit, ah ben c'est bon, je suis en stablecoin, j'ai pas de risque. Mais en fait, si, on se prend quand même un risque de change sur l'euro-dollar assez fort quand on a une société française où on déclare nos comptes en euros. Donc ça, c'est un petit risque de change qu'on oublie souvent. Mais du coup, on essaye le plus souvent d'être en stablecoin au maximum possible. Et après, pour le change euro-dollar, j'avoue que c'est quelque chose qui passe pour l'instant en second plan, mais plus on grossit, plus ça devient un sujet sensible. Et du coup, c'est minimiser les positions longues ouvertes sur des altcoins qui sont potentiellement très volatiles. Merci. Finalement, je pense qu'on a à peu près les mêmes approches. Nous, on va forcément servir du stablecoin pour équilibrer le portefeuille et pas être soumis au risque de volatilité. La problématique, comme je disais tout à l'heure, on interagit beaucoup avec les réseaux. Donc forcément, on est obligé d'avoir de l'Ether, voilà, des choses pour payer le gas fee. On travaille aussi avec des projets comme WorldCoin de Sam Altman, enfin de projet d'OpenAI sur la blockchain. Donc forcément, il y a du WLD qui transite entre Comet et WorldCoin. On va travailler avec Gnosis, donc il y aura du Gno qui arrive dans la trésor. Donc parfois, on est exposé de par les clients qu'on sert sur des jetons volatiles. Mais globalement, la règle, ça reste comme je disais tout à l'heure, il faut payer des salaires, il faut payer les loyers. Donc stablecoin, ça reste le maître mot, sachant qu'il y a ce risque euro-dollar. Et typiquement, je crois que c'est en 2023, hein, de toute façon, si vous êtes sur Papers, vous pourrez voir, les comptes sont publics, mais on a fait à peu près 15% de performance sur le placement stablecoin. Et comme dans le même intervalle de temps, on a perdu 10%, enfin le dollar a perdu 10% face à l'euro, bah en fait, finalement, on fait une perf nette de 5%. Donc ça peut être très violent l'exposition euro-dollar, sachant que le stablecoin euro est très très peu démocratisé aujourd'hui. On a Société Générale Forge, qui est présent aujourd'hui parmi vous, qui a un projet stablecoin. Je pense que ça fait partie des plus avancés avec celui de Circle aujourd'hui en Europe, mais c'est très compliqué aujourd'hui de pouvoir acquérir et surtout faire accepter le stablecoin euro avec ses partenaires. Même nos clients finalement aujourd'hui veulent s'exposer au stablecoin USD parce que c'est un peu le standard du marché. Donc stablecoin c'est bien, mais le risque de parité avec la devise sous-jacente, ça reste quand même quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Parce que rien que là cette semaine, avec tout ce qui s'est passé, on a reperdu 10% de pouvoir d'achat en euros si on détenait du dollar. Donc c'est quand même quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Tu veux compléter ou... Moi, en fait, je pense qu'on a exactement les mêmes problématiques et les mêmes sujets. Nous, on fait essentiellement du paiement en stablecoin. Enfin, nos clients et nous-mêmes, on fait du paiement en stablecoin. Et ce qu'on voit bien hein, dans ce que disent Eric et Léopold, c'est que c'est un super outil pour à la fois faire des transactions et pour de la réserve de valeur. Hormis ce risque de change, il est un peu particulier à nous parce qu'on est des sociétés européennes et que donc nos comptes sont en euros et pas en dollars, quoi. Mais nous, finalement, on détient assez peu de stablecoin ou même d'autres crypto-actifs. On a des petites parties qui servent exactement, comme Léopold l'a dit, à payer des gas fees sur la blockchain quand nos clients font des transactions.
Chez nos différents partenaires, on a des petites poches qui permettent à chaque fois que ces frais soient prélevés et que ça se fasse de façon relativement fluide. Sur les stablecoins qu'on détient nous, on en détient un peu chez des partenaires de liquidité pour faciliter en fait les transactions de nos clients. Parce que les stablecoins, ça va très vite, mais typiquement, si on doit envoyer les euros d'un client, d'un de nos partenaires vers le partenaire de liquidité, ça va potentiellement, si on passe le cut-off, et ça c'est un peu ce que disait Eric un peu plus tôt, mais l'exécution du virement ne sera pas immédiate, et donc on détient éventuellement ou des euros ou des stablecoins chez ce partenaire pour pouvoir exécuter la transaction plus rapidement. Et donc on s'expose de la même façon aujourd'hui à un risque de change. Et il y a des périodes où ça a été très stable, l'euro-dollar. Là, en ce moment, c'est un peu plus petite zone de turbulence là. Après, peut-être quand même un effet positif du stablecoin aujourd'hui, c'est la niche fiscale. On en a parlé tout à l'heure, c'est qu'il y a des réglementations qui ne sont pas vraiment adaptées ou qui ne sont pas du tout en phase avec la réalité. Et aujourd'hui, quand on manipule des stablecoins et quand on regarde les textes et quand on se penche dessus, ce qui est assez marrant, c'est qu'on se rend compte que si on a des dollars dans son balance sheet à la fin de l'année, en fait, il est imposé même si la plus-value elle est latente. Alors que quand vous êtes en stablecoin, il n'y a pas d'imposition. Donc il y a des choses assez rigolotes qu'on peut découvrir par la force des choses. Donc peut-être qu'on a perdu en pouvoir d'achat, mais en tout cas, tant que les dollars sont dans le bilan à la fin de l'année, même si vous êtes en position de plus-value latente, pas d'imposition là-dessus. Donc vous avez des gens qui regardent ça de très près en se disant tiens, c'est marrant, d'habitude je paye, parce que vous avez des sociétés notamment dans tout ce qui est logistique et tout ce qui est supply chain qui sont fortement dépendantes des currencies, et se dire qu'on peut éviter la fiscalité sur ce genre de choses. Il y a des petits trucs marrants qui se dégagent quand même de tout ça, quoi. Ouais, c'est pour appuyer cet exemple, donc pour être bien précis, c'est si vous avez du Bitcoin, vous le vendez en stablecoin dollar, vous n'êtes pas imposé tant que vous ne basculez pas sur de l'euro ou du dollar classique. Donc ça, c'est vrai que c'est pour l'instant une anomalie. Je pense que les administrations vont vite s'y pencher, mais pour l'instant, pour des gros flux sur des flux même internationaux qui peuvent se faire à ce niveau-là. Par exemple, quelque chose qui est peu connu du grand public, c'est aujourd'hui vous avez une network qui s'appelle Canton Network, qui est utilisée par les plus gros groupes institutionnels américains notamment. Donc il y a BlackRock, JP Morgan, Goldman Sachs, etc., qui se font des repos, comme on en discutait sur le panel précédent, qui se font beaucoup d'opérations de repo pour des milliards de dollars tous les jours à travers un network blockchain. Et ça, c'est peu connu, mais les banques et les institutions sont déjà en train d'utiliser la partie blockchain à ce niveau-là. Alors, avec des directeurs financiers, on ne pouvait pas ne pas parler aussi de reporting. Comment vous gérez en 2 mots chacun vos reporting? Est-ce que vous avez des petites bonnes pratiques, des petits tips là-dessus ou au final c'est du classique Reporting, le reporting spécifique, c'est toujours lié à la trésorerie. C'est reporting par asset. Quelles sont les positions qu'on a par asset en token et en contre-valorisation dollar. Le plus souvent, on fait des reporting plutôt dollars. Mais c'est plutôt de la gestion de reporting de trésorerie pour suivre le risque d'exposition à chaque asset. Et c'est limite fait en daily aujourd'hui. Donc ça, c'est un peu différent. En tout cas, chez nous, c'est un peu différent d'une boîte classique. On suit vraiment la trésorerie au jour le jour et le risque d'évaluation possible des actifs dans notre balance sheet. Donc c'est surtout ça la spécificité. Disons que sur un peu au mois le mois pour les reporting Invest et même pour nous en interne, nous on a la spécificité d'être vraiment cantonné à tout ce qu'on appelle les EVM, donc en fait Ethereum et les réseaux qui sont liés à Ethereum. C'est une typologie de réseaux qui sont standardisés, et du coup il y a des outils qui permettent de sonder. Là, si vous allez par exemple sur Debunk, qui est l'outil qu'on utilise pour avoir une idée à un instant T de ce qu'il y a sur les différentes adresses de Comet, c'est assez simple parce qu'il référence tous les EVM, tous les réseaux qui sont Ethereum-like, ce qui fait que ça facilite beaucoup le travail d'avoir par exemple à fin janvier la position du wallet valorisée en dollars. Donc pour tout ce qui est reporting interne et VC, c'est assez facile. Par contre, quand on doit quitter le monde du grosso merdo et aller dans le monde du précis, c'est-à-dire la compta, et que là, il faut vraiment être dans le centime, là, on passe sur une usine à gaz
Et là, on a quelqu'un de chez nous qui est plutôt axé data, finalement, vous pourrez aller questionner, qui est au fond de la salle si vous voulez après. Et donc Augustin s'amuse à aller chercher les pricing au jour le jour sur différents providers d'informations, CoinMarketCap, comme CoinGecko, etc. Il va ensuite aller lister toutes les différentes adresses qu'on utilise au sein de Comet pour interagir. Donc l'adresse des devs, les adresses opérationnelles pour les dépenses, la piggy bank qui fait tout l'asset management des cryptos. Et une fois qu'il a sa liste d'adresses, en fait, il faut qu'il sache sur quel réseau on a interagi, Ethereum, Optimism, WorldChain et compagnie. Et une fois qu'il a tous ces paramètres-là, il va faire tourner son petit script maison. Il va aller taper dans les Explorers, Etherscan et compagnie, avec des API. Il va alimenter un énorme fichier usine à gaz qui est généralement sur Excel. Et il va aller croiser ça avec les prix historiques, les prix de clôture. On s'est créé une sorte de petit grimoire interne où pour chaque pattern de type de transaction, on associe un schéma comptable. Donc ça veut dire qu'on doit savoir quelles sont les contreparties avec lesquelles on interagit. Est-ce que c'est un fournisseur? Est-ce que c'est un développeur à qui j'ai confié des Ethers pour faire un smart contract? Est-ce que c'est un protocole sur lequel j'ai placé des liquidités pour la faire travailler? Donc tout ça, on a labellisé, standardisé le travail. Et Augustin ensuite agrège tout ça et a fait un petit outil maison qui permet à la fin d'appuyer sur un bouton. Alors quand je dis ça, ça a l'air facile. C'est 3 ans de R&D. Et d'avoir quelque chose qui sort, qui est au centime près et qui évite les problèmes en cas de contrôle. J'espère pas, mais en tout cas, si l'administration fiscale vient un jour regarder, on est très très clean sur nos calculs de position à la clôture. Voilà. Léopold vient de décrire à peu près ce qu'on fait en interne, mais beaucoup mieux que je ne l'aurais fait, donc je vais pas reprendre ça en détail, mais en fait il y a certains outils qui existent aujourd'hui qui sont spécialisés dans la comptabilité liée aux crypto-monnaies. Je pense à Cryptio, je pense à Compta Crypto. Ça marche très bien pour toutes les opérations qui sont on-chain, mais nous typiquement on a des opérations qui sont off-chain, qui sont entre des ledgers internes qu'on fait pour notre compte à nous, pour le compte de nos clients. Et là, typiquement, ces outils ne répondent pas à nos besoins. Et donc, on a dû, comme Comet, créer un outil interne de suivi, enfin, en l'occurrence de traduction des flux en opération comptable. Donc, je pense qu'il doit être un peu moins perfectionné. Ça fait un peu moins longtemps qu'il existe. On l'améliore au fil de l'eau. Mais exactement comme chez Comet, c'est assez intéressant. C'est la personne de la data qui s'en est chargée. Et donc, j'anticipe un petit peu sur la question à venir, je crois. Mais ça veut dire qu'on avait quand même un spécialiste data aujourd'hui qui est franchement assez bon en compta. En tout cas sur la partie crypto de la compta, et qui comprend très bien ce que sont les implications de ces différents mouvements et leur traduction en écriture comptable. Ouais, justement, c'était ma question. C'était en termes d'organisation du pôle finance, alors au sens large, parce qu'il peut y avoir aussi des personnes qui ne sont pas forcément des financiers, mais qui viennent plus de la data ou autre. Comment chacun vous avez structuré en termes d'organisation, en termes de recrutement, en termes de formation, comment vous avez structuré ça dans vos équipes? Et puis aussi, combien de personnes sont dédiées au sujet compta, finance, process en interne chez vous? Alors en interne, nous c'est assez peu. On est une assez petite équipe. En l'occurrence en finance, il y a que moi. Mais l'idée c'est d'impliquer tout le monde dans le reste de l'entreprise. Je pense que la data c'est quand même le meilleur exemple. Pour nous c'est absolument clé. Encore une fois, pour des problématiques de ségrégation des fonds, on doit être capable de dire à chaque, j'ai un peu envie de dire à chaque seconde, ce qui appartient à Fipto et ce qui appartient à nos clients. Il faut quand même, c'est très important pour nous d'éviter toute forme de confusion sur ce sujet-là. Donc la data a très tôt été mise à contribution pour aider à construire des reportings qui permettent de différencier clairement les fonds de nos clients et les fonds de Fipto. La data a beaucoup aidé, comme je l'ai dit, sur la création, la traduction des flux en écriture comptable.
il y a aussi les partenaires externes. Ta question a été sur la partie interne, mais comme nous, elle est finalement assez limitée. Je vais plutôt parler de l'externe, mais typiquement sur la traduction de ces flux en écriture comptable, nous, on a beaucoup travaillé avec notre cabinet comptable, qui n'est pas un cabinet comptable qui est spécialisé dans la crypto. C'est un cabinet qui s'appelle Impulsa, avec qui on a de super bonnes relations et qui travaille très bien. Mais ils nous ont aidés à construire cet outil. Parce que c'est eux les spécialistes de la compta. Sur la partie droit, sur la partie fiscale aussi, on travaille avec des spécialistes. Bon, il y en a dans la salle aujourd'hui au moins. Donc on fait appel à des gens qui sont des spécialistes dans leur domaine traditionnel, je dirais, le droit, la fiscalité, la comptabilité, mais qui ont développé une expertise parallèle dans la crypto ou dans le Web3. Et c'est pas si évident aujourd'hui de trouver cette alliance de compétences. Je pense que c'est un super bon positionnement pour tous ces conseils externes, parce que en fait c'est des ressources qui sont relativement rares, et donc je pense qu'ils vont avoir pas mal de business dans les années à venir. Ouais. Bah, ça me rassure parce que je vois qu'on a à peu près la même structuration. On est sur le schéma assez similaire. J'externalise beaucoup de choses auprès de sachants. J'ai un expert comptable, j'ai des avocats qui m'aiguillent sur la partie fiscale. Et l'idée, c'est que effectivement, c'est pas mon pôle qui est venu s'imposer à la boîte, c'est plutôt moi c'est dans l'autre sens que ça s'est passé. Je me suis énormément formé auprès des équipes, notamment les développeurs. Parce que même si j'avais fait 2-3 transactions sur MetaMask, il a fallu que je comprenne comment ça marche, ce qui se passe sur un bloc Explorer, et qu'ensuite j'allais voir mon petit Augustin et qu'il m'explique ce qui se passe. Donc il y a eu beaucoup d'apprentissage de mon côté. J'ai embarqué pas mal de monde de la boîte sur les sujets finance, notamment reporting, donc ça rejoint le sujet de la data. Et après, dès qu'il s'agit de mettre en forme des comptes annuels, forcément je vais me tourner vers un expert comptable, parce que j'ai envie d'avoir le macaron d'un cabinet, de quelqu'un qui est inscrit à l'ordre. C'est important pour moi que quelqu'un prenne du recul sur ces choses-là, qui se dise non mais tu sais, ça va pas te parler, mais je sais pas, dans le secteur du commerce en ligne, il y a des similitudes avec ce que vous faites, on le traite comme ci, et puis je gère aussi une mutuelle qui a telle problématique qui est similaire à la vôtre et qui fait ça comme ça. Donc c'était assez marrant de voir que sur des mondes complètement opposés, on a des problématiques qui sont communes, et ça amène au bon sens et à la comptabilité qu'on appelle créative, mais qui finalement s'adapte bien. Et après, des cryptos comptables, je pense que c'est en voie de développement, ça va arriver, mais je sais pas si ça va autant se démocratiser que ça, parce que à terme, de toute façon, c'est surtout des outils, des PSAN, des acteurs comme nous qui allons internaliser ces choses-là pour ensuite prémâcher le travail à ceux qui interagiront avec la blockchain. Mais en tout cas, le pôle finance, il est assez semblable à un pôle finance de start-up, où on gère des choses de manière transverse, le procurement, le RH, ce genre de sujet. Et souvent, tu as une externalisation auprès de gens qui maîtrisent le truc. Impulsa, qui est très connu dans le monde des startups, ça ne m'étonne pas de le retrouver à accompagner un Fipto, par exemple. Donc voilà, c'est plutôt ce type de configuration. De notre côté, on a eu la chance d'avoir les moyens d'internaliser beaucoup les gens qu'on voulait pour la finance. On a recruté très vite un trésorier qui fait ça au quotidien, vu la complexité. La team data, alors la chance aussi, c'est que la boîte, on est branché à une centaine d'exchanges avec des centaines de clients qui gèrent plein de tokens différents. Donc en fait, la data, ça fait partie du cœur du business. Comment on est organisé chez Flodesk, en fait, on a une salle des marchés, on a des traders, des quants, beaucoup d'ingénieurs qui développent des algorithmes. Donc c'est très très tourné autour de la data. La chance, c'est que du coup, la finance s'appuie sur ces équipes-là. Vous êtes combien en finance ? Finance, on est 9 aujourd'hui. Quand je suis arrivé, on était 2. Du coup, ça s'est bien développé. Donc la chance, du coup, c'est qu'on a des équipes qui ont des API de partout, qui créent des méga bases de données avec plein de data. Donc ça, c'est top. La malchance, c'est qu'il y a beaucoup de data, très technique, et que du coup, quand ça arrive côté finance, c'est plutôt à nous de nous débrouiller avec ça. Voilà. Donc c'est le revers de la médaille. Mais maintenant, on a un trésorier qui était plutôt crypto, qui gère toutes les balances, où qu'elles soient. Maintenant, en plus avec la partie DeFi, sur les différents protocoles de farming, etc. Ça ajoute encore des zones de complexité dans la partie suivi et comptabilisation. Les comptables, comme vous disiez, c'est vrai que c'est très rare de trouver un comptable qui est à la fois la technicité comptable et à la fois l'appétence sur la crypto.
Alors, on trouve de temps en temps des crypto-degen qui disent ah, j'ai acheté du Bitcoin, je vais être millionnaire et je fais un petit peu de compta. Mais vraiment un comptable sérieux qui a vraiment une réflexion sur comment enregistrer comptablement tous les actifs, ça c'est très rare. Et du coup, nous, on a pris plutôt des gens qui avaient de l'appétence pour la crypto, mais pas forcément beaucoup de savoir, et on leur paye des formations en interne, du coup, avec des formations externes pour qu'ils montent en compétences petit à petit. Donc c'est plutôt, on a fait ce pari-là. Sur la partie FP&A que vous devez avoir dans vos boîtes, c'est crypto ou pas crypto, je pense que c'est à peu près la même chose. Juste pour comprendre le business et les revenus, il faut qu'il y ait une petite connaissance crypto, mais c'est pas forcément des gens très très crypto techniques. Mais voilà, donc on a réussi à monter une équipe un peu diversifiée, mais toujours avec de l'appétence pour le secteur, heureusement. Mais c'est rare de trouver des gens très très techniques qui font la finance corpo et la technicité crypto. Ouais, c'est des profils Très assez rare. rares. Ouais. Ah, peut-être dans la salle. Hein. C'est le moment de distribuer les C'est CV. ça. Pour conclure, selon vous, ça serait quoi un peu les prochains grands défis de l'environnement Web3, crypto, blockchain je sais pas, si c'est le moment de sortir aussi la boule de cristal. Comment vous sentez ne serait-ce que les 12 prochains mois peut-être, plus si vous avez davantage de visibilité, mais voilà les prochaines grandes tendances à venir. Ouais. Alors le prix du Bitcoin sera... Prenez des notes. Non. C'est une question très compliquée, surtout vu la période actuelle C'est pour ça que je la pose aussi. Mais alors nous, on a toujours été, côté Flodesk, on a toujours été très patient sur le domaine crypto. On sait qu'il y a beaucoup de volatilité, on sait qu'il y a des aléas macroéconomiques qui vont faire des hauts et des bas. On est très peu impacté finalement par notre business model sur la hausse ou la baisse forte des assets. Nous, c'est beaucoup le volume, puisqu'on est un acteur on doit créer le volume et la liquidité sur les marchés. Donc nous, c'est plus si le marché perd en force de volume, c'est là où on perd plutôt en force de revenu. Donc nous, il faut qu'il y ait du volume. Donc c'est l'attractivité en fait du marché au sens large. Exactement. Ouais. Et après, donc un gros challenge et un peu ce qu'on vise pour l'avenir, c'est la tokenisation des actifs qui va s'accrocher pas mal avec le monde institutionnel. Donc on discute de plus en plus avec des institutionnels. On a déjà démarré avec nos amis de Forge sur cette question il y a un peu de temps. Mais maintenant, on voit beaucoup de banques qui commencent à arriver sur la question, des asset managers. On commence à travailler avec BlackRock. Donc on voit que tout ce monde institutionnel qui était pour l'instant un peu en attente et qui regardait commence à vraiment rentrer dans le vif du sujet. Et en fait, là, pour faire le parallèle avec ma carrière précédente et aujourd'hui, je vois que tous les produits et les activités qu'on avait en banque d'investissement, en fait, on est en train de les répliquer sur le domaine crypto. Donc ça ne me dépayse pas trop. Mais ça va être... nous, notre gros pari, ça va être les security tokens. Typiquement, le jour où vous allez vouloir acheter une action Tesla, au lieu de l'acheter sur Boursorama, en fait, vous avez acheté le token Tesla qui va être sur n'importe quel exchange de crypto. Et ça, du coup, nous, on sera branché déjà à tous les exchanges crypto. Donc, le monde des stocks ou des bonds, etc., va s'ouvrir sur la tokenisation. Et c'est un peu ça notre pari. Sans parler des levées de fonds qui pourraient être tokenisées, donc beaucoup plus facile et facilitatrice par rapport à une IPO qui est très lourde à faire. Donc n'importe quelle boîte dira je veux lever des fonds. Ça ne sera pas une ICO, ça ne sera pas une IPO, ça sera un peu entre les deux. Donc c'est un peu ce pari-là qu'on fait. Alors j'ai pas donné de prix sur le secteur, mais voilà. Nous, de toute façon, on laisse passer l'orage pour l'instant sans sourciller et on met en place toute la structure pour le prochain up. Voilà. C'est pas vraiment une prédiction puisqu'on est en plein dedans, mais je pense que c'est l'abstraction tout simplement, c'est-à-dire que à ce stade la blockchain elle est encore extrêmement présente quand vous voulez y toucher, que vous voulez tout simplement acheter de la crypto déjà ou même encore pire aller sur des protocoles de finances décentralisées. Et typiquement aujourd'hui des solutions ou des infras comme Comet, là on est en discussion avec le groupe BPCE pour aller sur des niveaux d'abstraction vraiment très élevés, ou je pense que tu parlais de 12 mois, donc je vais pas dire demain mais après-demain. Vous allez avoir des expériences qui sont celles du compte bancaire pro sur Penny Lane.
Aujourd'hui, vous avez par exemple des outils comptables qui font la banque. Ça vous paraît peut-être évident parce que c'est là depuis 2-3 ans maintenant, mais il y a 5-10 ans, c'était impensable d'avoir sur le même outil la banque et la compta. Et c'est une expérience qui est très fluide, très abstraite. Vous avez une carte bleue, vous avez plein de fonctionnalités. Et aujourd'hui, on regarde beaucoup les Américains, on se dit qu'ils vont aller très vite. Mais contrairement aux États-Unis, l'Europe a beaucoup de défauts, mais un seul avantage, c'est l'harmonisation et la standardisation. La zone CEPA, c'est quand même quelque chose d'assez puissant. Si vous voulez faire ce que nous, on va faire avec, par exemple, le groupe BPCE, c'est-à-dire émettre un IBAN, pouvoir faire vase communicant, stablecoin, euro très facilement dans toute l'Europe, en Pologne, en France, etc. Mais en fait, ça, c'est possible. En revanche, aux États-Unis, il y a 52 juridictions différentes, 52 licences à obtenir, plus la licence fédérale. Donc, si vous voulez faire une expérience assez similaire, en fait, c'est l'usine à gaz et vous en avez pour 5 ans de mise en conformité. Et une des choses qui va arriver en Europe, je pense, avant les États-Unis, juste parce que ce sera beaucoup plus simple sur les rails de paiement, sur les infrastructures de marché, c'est toute cette abstraction. C'est-à-dire que si demain, vous avez un projet quelconque dans lequel vous voulez mettre de la DeFi, dans lequel vous voulez mettre de la crypto, et ben vous aurez des infrastructures où vous cliquerez sur un bouton, vous connecterez une API, et derrière, vous aurez des banques de premier rang, vous aurez des acteurs MiCA, et vous pourrez faire en toute sécurité, en toute simplicité surtout, des opérations sur des choses qui paraissent complètement farfelues aujourd'hui, qui sont des protocoles décentralisés, qui sont des layers 2 et ce genre de choses. Donc c'est à la fois une prédiction, mais aussi une certitude qu'on va aller sur des choses vraiment de plus en plus abstraites et faciles à intégrer. Je dirais que nous, notre conviction chez Fipto, c'est qu'une part grandissante des paiements internationaux va se faire via la blockchain. Et en fait, ça va embarquer probablement tous les services financiers que les entreprises utilisent aujourd'hui et qui se feront dans un futur plus ou moins proche on-chain également. Et pour parler de ce que nous, on vit, typiquement sur les paiements internationaux, quelque chose qu'on fait déjà beaucoup pour nos clients, c'est ce qu'on appelle le stablecoin sandwich, où en fait vous avez un stablecoin qui est une couche intermédiaire entre deux monnaies fiduciaires. Donc typiquement une entreprise européenne doit payer un fournisseur au Mexique. Au lieu de faire du change euro-mexicain peso, on va faire du change euro USDC et USDC mexicain peso. Donc vous avez deux opérations de change et on part d'une monnaie fiduciaire, on arrive à une monnaie fiduciaire. Ce qu'on constate déjà aujourd'hui avec un certain nombre de nos clients, c'est que on va retirer ou la première patte ou la dernière patte. C'est-à-dire qu'on va avoir ou une entreprise qui a des stablecoins et qui va devoir faire un paiement en monnaie fiduciaire. Donc il va y avoir une seule opération de change, ou on a le cas inverse où une entreprise va avoir des euros par exemple, mais le fournisseur va accepter d'être payé en stablecoin. Et encore une fois, du coup, une seule opération de change. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, il y a forcément une des deux entreprises, et potentiellement même les deux, qui détiennent des stablecoins. Et donc ça ouvre de nouvelles possibilités. On évoquait les possibilités de lending par exemple, mais c'est de dire qu'un usage en amène un autre, et qu'il va y avoir une sorte d'effet boule de neige qui va rendre en fait tous les services financiers on-chain beaucoup plus logiques et beaucoup plus faciles. Et il y aura, je pense, du coup, un peu deux types d'acteurs. Il y a des acteurs qui vont continuer à utiliser la blockchain un peu sans le savoir, qui est le cas numéro 1 de l'entreprise que je donnais qui utilise un stablecoin sandwich. Donc la blockchain intervient au milieu. C'est un moyen à disposition pour faire un paiement international, mais en réalité, on reste dans un schéma assez classique. On passe d'une monnaie fiduciaire à une autre monnaie fiduciaire. Et puis, il va y avoir des acteurs qui vont aller un cran plus loin et qui vont détenir des stablecoins et du coup s'ouvrir potentiellement beaucoup plus de possibilités en termes de services financiers. C'est très intéressant ce que tu disais sur je pense que la démocratisation des cryptos va venir finalement quand les banques, par exemple, diront vous avez un wallet Société Générale et dessous ça sera l'adresse du wallet. Par contre derrière ça sera peut-être une solution technologique style Comet ou quoi qui fera la partie back-end. Aujourd'hui la complexité des cryptos c'est que technologiquement parlant on parle beaucoup de techno, de quelle blockchain tu utilises, quel outil tu utilises. Et pour le common mortel, c'est très compliqué. Demain, quand les banques vont prendre ce secteur-là, elles vont me dire, si vous voulez ouvrir un wallet Société Générale, vous aurez votre compte courant classique, en dessous votre wallet. Tous les outils ou toutes les solutions
qui vont pouvoir se créer autour de ce wallet seront peut-être au sein de la banque. Et là, je pense que les gens vont peut-être faire le passage vers la partie crypto sans se complexifier la partie technologique qui est toujours très présente aujourd'hui et qui fait beaucoup de blocages, je pense, pour la grande majorité des gens.